Bien, bien écoutez, il est 18 heures, nous avons déjà 17 participants, d'autres viendront sans doute nous rejoindre puisqu'il y a un peu plus d'inscrits. Mais on va commencer parce que le temps nous est compté et que nous avons 1 heure ensemble ce soir. Bienvenue à tous dans cette masterclass. Cette masterclass qui est un temps fort, qui réunit nos anciens stagiaires, nos stagiaires actuels, sur des thématiques métiers et c'est animé toujours par des experts. J'accueille ce soir Corinne Philippone-Chambert, qui est une de nos formatrices sur nos parcours, qui est consultante en droit immobilier, patrimonial, fiscal, et qui va nous parler ce soir de l'incidence du régime matrimonial dans vos métiers lorsque vous conseillez vos clients euh, pour les aider dans leurs achats et surtout dans le cadre de l'acquisition de leurs biens ou de leur cession de biens. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. 1 heure, c'est court, mais c'est aussi quand même un petit peu long. Et surtout, vous êtes nombreux ce soir. Donc, on va couper les micros, comme vous l'avez fait à l'entrée sur la classe. C'est très bien. Et ensuite, je vais relayer vos questions via le chat. Donc, je vous invite au fur et à mesure de l'intervention de Corinne de poser vos questions via le chat et je les relais bien sûr à l'intervenante pour qu'elle réponde à vos questions. La classe est enregistrée, donc vous n'aurez pas accès a priori au replay ensuite, mais elle est toujours enregistrée de fait. Par contre, il y aura un article LinkedIn qui sera fait suite à cette présentation. Voilà, bonne classe à tous et Corinne, je vous passe la parole. Merci. Alors, bonjour à nouveau. Merci d'être présent et de vous intéresser à ce thème effectivement important dans vos métiers. Donc je vais vous partager le petit PowerPoint que j'ai préparé à votre intention. Et je voudrais commencer par un chiffre. 58%. 58%, c'est alors au 1er janvier, parce que les chiffres sont toujours un petit peu difficiles à récupérer, mais au 1er janvier 2018, 58% des ménages métropolitains sont propriétaires de leur résidence principale. Par ménage, on entend couple, marié ou non, quel que soit le statut du couple, partenaire pacsé, concubin. 80%, et ça c'est un chiffre qui est important aussi, des couples non propriétaires jusqu'ici aspirent à accéder à la propriété. C'est assez naturel. La vie en couple entraîne des acquisitions en commun. Construire sa vie à deux, c'est aussi, et peut-être même avant tout, construire sa vie patrimoniale. Vous le constatez certainement dans votre activité, ça n'est pas sans soulever des difficultés. D'abord, quant à la propriété des biens acquis. À qui appartient le bien? Dans quelle proportion? Selon que l'on est marié, que l'on est pacsé ou concubin. Sans compter aussi le contentieux qui peut survenir en cas de séparation du couple, quant à l'attribution du bien au moment de la séparation. Et puis, au-delà de ces problématiques purement civiles de répartition de la propriété, on note aussi, souvent d'ailleurs vous devez le voir, des velléités d'optimisation fiscale dans le cadre d'une acquisition et surtout en vue de la transmission des biens acquis, soit entre conjoints, soit aux générations suivantes, c'est-à-dire le plus souvent aux enfants, voire aux petits-enfants du couple. La question de l'incidence du statut du couple en matière d'acquisition immobilière n'est donc pas inintéressante, loin de là, et elle nous conduit à nous interroger sur 3 points essentiellement. D'une part, l'acquisition et la vente d'un immeuble dans le cadre du couple, en l'absence de SCI. Je m'interrogerai d'abord sur ce qui se passe dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire les cas dans lesquels il n'y a pas de SCI préalablement constitué à l'acquisition. Nous traiterons ensuite du sort de l'immeuble en cas de décès de l'un des membres du couple.
Et enfin, nous verrons quels sont les avantages de la SCI conjugale, avec une conclusion qui vous étonnera peut-être, mais qui ne sera pas dithyrambique en faveur de la SCI conjugale. Sans vouloir casser un mythe ce soir, je serai quand même obligée de vous dire que la SCI, ça n'est pas si miraculeux qu'on veut bien le croire, en tout cas pas dans tous les cas. Voilà. Donc, je commence par le premier point qui concerne l'acquisition et la vente d'un immeuble dans le cadre du couple en l'absence de la SCI. Juste, Corinne, il y a un petit bruit parasite quand vous parlez, un petit claquement, un bracelet peut-être sur Bon, le… alors, ça n'est pas la première fois effectivement qu'on me dit ça, et pourtant j'essaie de ne pas gigoter. Est-ce que c'est encore le cas? Là, moins. Bon, alors je vais essayer de bouger le moins possible. Vous me dites D'accord, ok. si ça recommence. Ok. C'est sans doute mon micro qui Oui. fatigue un peu. Alors, s'agissant de ce premier point, il faut distinguer selon le contexte. Être en couple, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On peut être marié, on peut être pacsé, on peut être concubin. À première vue, on pourrait imaginer qu'il faut distinguer ces trois régimes pour pouvoir conclure sur la nature des biens acquis. La réalité est différente. En effet, on constate que les époux communs en biens se distinguent des partenaires pacsés, des concubins et des époux qui sont mariés sous un régime séparatiste. Alors, on va développer point par point ce qu'il en est. Pour les époux communs en biens. Alors, les époux communs en biens sont ceux qui sont mariés sans contrat de mariage après le 1er février 1966. C'est ce qu'on appelle le régime légal de la communauté réduite aux acquis. Donc, ça concerne environ 85% des couples mariés, puisqu'il y a quand même assez peu de gens qui font un contrat chez le notaire avant de se marier. Donc, finalement, je dirais que c'est l'essentiel de votre clientèle. Pour ces époux-là, le principe étant la communauté, tous les biens acquis en cours de mariage sont communs. Alors, ça vaut naturellement pour les biens meubles, aussi bien que pour les biens immobiliers. Aujourd'hui, on s'intéresse aux biens immobiliers. Exceptionnellement, toutefois, les biens qui, en cours de régime, sont financés par un époux avec des deniers personnels, avec des fonds propres, restent propres à l'époux financeur. À une condition que vous avez d'ailleurs certainement déjà rencontrée en pratique, qui est que l'époux fasse déclaration de remploi de ses fonds propres dans l'acte d'acquisition. Si l'époux veut que le bien reste propre alors qu'il est acquis en régime de communauté, il faut indiquer au notaire qui rédige l'acte de vente que les fonds employés lui appartiennent en propre. Par exemple, parce qu'il les a reçus à succession, par succession, ou parce qu'il en était propriétaire au jour du mariage. D'accord? Notez bien, c'est extrêmement important en pratique, que même si un époux signe seul un acte d'acquisition et qu'il emploie des fonds communs, des gains et salaires, par exemple. Les gains et salaires sont communs en régime de communauté. Bien, si c'est monsieur qui signe l'acte d'acquisition, il ne sera pas seul propriétaire du bien. Le bien appartiendra à la communauté des époux, ce qui signifie qu'au moment de la dissolution du régime matrimonial, madame, qui pourtant n'a pas signé l'acte d'acquisition, sera propriétaire du bien pour moitié. Ça, c'est quelque chose qu'on ignore parfois, que les époux ignorent, et ils pensent qu'il suffit que l'un d'entre eux acquiert le bien pour qu'il en demeure propriétaire. Non, il faut, un, que l'époux signe seul l'acte de vente, et deux, qu'il utilise des fonds propres et qu'il le dise au notaire. Dans le cas contraire, les deux époux seront propriétaires. C'est l'acquisition en commun dans le régime de la communauté. C'est la vocation même du régime de communauté, que la masse commune s'accroisse et que les masses propres des époux ne s'accroissent pas. D'accord? Donc voilà ce qu'il en est pour l'acquisition de la propriété des biens.
Pour ce qui est de la vente des immeubles, puisque les biens sont communs, ils sont soumis à un principe de cogestion, de gestion conjointe. Ce qui veut dire que pour que la vente d'un immeuble commun soit valable, il faut le consentement des deux époux, y compris si un seul d'entre eux a signé l'acte d'achat. D'accord là-dessus? Alors, bien sûr, vous le concevez, ça peut conduire à des situations de blocage. Si un époux veut vendre et que l'autre ne veut pas, on va se trouver face à une situation compliquée. En tout cas, vous ne devez pas signer une promesse de vente avec un époux si son conjoint s'y oppose. Ça, c'est la règle fondamentale. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur la décision à prendre quant à la vente ou non du bien commun, il faut s'en remettre à un arbitrage judiciaire. Et c'est alors le juge aux affaires familiales qui est compétent, juge du tribunal judiciaire, qui est compétent pour décider de la décision à prendre. Dans ce cas, l'autorisation qui serait donnée ou le veto qui serait posé par le juge aux affaires familiales serait déterminant quant au sort du bien. Bon, sachant que de toute façon, quand on commence comme ça, il est malheureusement très probable que les époux finissent par se séparer et que le sort du bien soit réglé au moment du divorce. À partir du moment où la communauté est dissoute, les biens communs doivent être partagés entre les époux. Donc celui qui voulait vendre laissera le bien à son conjoint dans le partage de la communauté et celui qui ne voulait pas vendre gardera le bien. J'ai envie de vous dire que finalement, ce sera la solution pour que tout le monde se mette d'accord. Alors, on n'est pas obligé d'en arriver à ces extrêmes, mais c'est quand même assez souvent ce qui se produit. Voilà pour la première situation, celle des époux communs en bien, la plus fréquente, je le répète. Une fois traité ce cas, il reste tous les autres couples. Les époux séparés de biens, c'est-à-dire ceux qui ont choisi par contrat de mariage de ne pas avoir de patrimoine commun et qui donc conservent chacun leur patrimoine propre. Viennent ensuite les partenaires pacsés et les concubins. Toutes ces personnes, bien qu'elles aient un statut de couple finalement très différent, sont soumises au regard de l'acquisition des biens immobiliers exactement au même régime, qui est celui de l'indivision. L'indivision, c'est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes se partagent la propriété d'un bien. Généralement à hauteur de la moitié chacun. Parfois dans des proportions différentes, lorsque les membres du couple ne contribuent pas de la même manière à l'acquisition du bien. Si dans un couple de partenaires pacsés, le partenaire numéro 1 investit, admettons qu'on acquiert un bien qui vaut 200 000 euros, le partenaire investit 150 000 euros, il va être propriétaire du bien à hauteur des 3/4. L'autre sera propriétaire à hauteur du quart. Le conseil important à vous donner et à transmettre à vos clients, c'est de bien faire mentionner dans l'acte de vente, donc faire mentionner par le notaire, dans quelle proportion chacun finance le bien. Parce qu'à défaut d'indication dans l'acte, il y a une présomption d'acquisition par parts égales. Ce qui veut dire que le concubin qui aura contribué davantage, le concubin ou le partenaire pacsé, qui aura contribué davantage que l'autre, n'aura pas plus de droits indivis que l'autre. Alors parfois, la réponse qui vous sera faite,
Ce sera de vous dire, oui, mais justement, même si je mets plus dans l'acquisition du bien, je souhaite que mon partenaire ou ma partenaire ait les mêmes droits sur ce bien que moi. C'est louable. Mais attention, il y a un risque ici, qui est le risque fiscal, parce que c'est une donation déguisée. Hein, si vous financez le bien à hauteur des 3/4, que vous indiquez dans l'acte que chacun a financé à hauteur de la moitié, pour un quart, celui qui a financé plus fait une donation à l'autre. C'est une donation qu'on déguise dans une acquisition à titre onéreux. Et vous risquez là le redressement fiscal, puisque l'administration pourra vérifier l'origine des fonds qui ont permis l'acquisition du bien. Donc, il faut être très vigilant. En tout cas, il faut mettre en garde les clients. C'est aussi, au demeurant, le rôle du notaire. Hein. Ce n'est pas seulement votre responsabilité à vous. La grosse difficulté, au-delà de cet aspect fiscal qui reste finalement assez anecdotique, la vraie difficulté, elle tient dans le régime de l'indivision. En indivision, la vente d'un bien indivis nécessite, c'est ce que prévoit l'article 815-3 du Code civil, nécessite l'unanimité des co-indivisaires. Ça veut dire que pour sortir de l'indivision en vendant le bien, il faut nécessairement, dans un couple, que les deux soient d'accord. L'unanimité, c'est forcément les deux. Or, là encore, si l'un veut vendre et que l'autre ne veut pas, on se retrouve dans la même impasse que tout à l'heure, dans le cadre du couple marié sous le régime de la communauté. Donc, c'est un petit peu comme dans toutes les situations, tant que tout se passe bien, l'indivision, c'est très bien. Dès qu'une dissension se fait sentir, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Mais pour conclure sur cette première partie, puisque j'en arrive à la fin, sur ce premier chapitre, l'acquisition au sein du couple, que ce soit en communauté ou en indivision, peut effectivement conduire à une situation contentieuse, mais qui n'est pas pire sous le régime légal que sous le régime de la séparation ou dans le pacte et le concubinage. Mais il y a un certain nombre de difficultés qui surgissent, ça c'est absolument incontestable. Je marque une petite pause pour vous permettre, le cas échéant, de continuer à poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà... Alors, il y a eu effectivement quelques petits retours, mais ça s'est réglé. Non, il n'y a pas de question particulière. Moi, j'en ai une petite quand même. C'est au regard de la question de l'acquisition d'un bien, en fait, par un couple, quel est le régime matrimonial pour vous le plus adapté? Et quel est l'intérêt de faire un contrat de séparation de biens? Alors, quand on s'aime, on ne pense pas à ça. Ah ouais, mais alors là, justement, Cécile, détrompez-vous. Alors, juste sans en faire trop, parce qu'effectivement, le temps nous est un petit peu compté, mais les régimes conventionnels, donc la séparation de biens notamment, mais il y en a d'autres hein, qui sont d'inspiration séparatiste, je pense à la participation aux acquets notamment, ce sont des régimes qui ont été conçus pour protéger les conjoints, non pas entre eux, mais à l'égard des créanciers du couple. C'est-à-dire qu'on met en place un régime de séparation pour éviter que le patrimoine commun, qui du coup n'existe pas, puisse être saisi par les créanciers de l'un des membres du couple. Ça permet de cloisonner les patrimoines et de limiter le droit de gage, le droit de poursuite des créanciers. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas très bien comment je dois présenter les choses, aujourd'hui, les gens conçoivent la séparation de biens comme une espèce de bouclier face à leur mari ou à leur femme. C'est-à-dire qu'on va faire un régime de séparation pour éviter d'avoir à partager quoi que ce soit avec son mari ou sa femme. C'est une dénaturation totale du régime de séparation. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Ça fonctionne comme ça. Alors, moi, je pense que opter pour la séparation de biens pour acheter un immeuble, c'est stupide. Parce que faire un contrat de mariage, ça a un coût. Alors, certes, raisonnable, mais ça a un coût quand même. Et acquérir un immeuble en séparation de biens, c'est d'office se soumettre à l'indivision. Donc, ça veut dire payer pour être dans un régime qui est
aussi compliqué que celui de la communauté si ça se passe mal. Et qui est plus compliqué que celui de la communauté si ça se passe bien. Parce qu'en communauté, si ça se passe bien, on ne se pose pas le problème de la gestion. Un époux va être en mesure de représenter la communauté sans difficulté. En indivision, les co-contractants, les banques notamment, demanderont toujours à l'indivisaire une justification de son pouvoir à agir au nom de l'indivision. Donc, pour répondre à votre question, aucun intérêt dans le cadre de l'acquisition à opter pour la séparation de biens. Si on est déjà marié sous un régime de séparation, à ma foi, on acquérera sous le régime de l'indivision, mais faire un contrat dans l'optique d'acheter de l'immobilier, à part enrichir un peu plus les notaires, pour moi, ça n'a pas de justification particulière. Voilà. Alors, voilà ce qu'il en est du coup de l'acquisition, du vivant des époux, lorsque le régime matrimonial est en cours et que les deux époux sont en vie. Pour que le tableau soit un petit peu plus complet, il faut maintenant que je vous dise quelques mots du sort de l'immeuble en cas de décès de l'un des conjoints, parce que ça, pour le coup, ça peut être l'une des justifications à la constitution d'une SCI. Et là, on va constater, une fois de plus, une disparité assez importante selon le statut du couple. Premier point que je souhaiterais aborder, c'est la vocation successorale du survivant. Autrement dit, la question de savoir si, au décès du premier membre du couple, l'autre hérite et de quelle manière du défunt. Et là, la question est vraiment sans appel. La situation du conjoint marié est nettement préférable à celle du concubin et dans une moindre mesure à celle du partenaire pacsé. Dans le mariage, le conjoint que l'on appelle le conjoint survivant ou le conjoint successible a une vocation légale à hériter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la loi elle-même qui prévoit que le conjoint survivant vient à la succession, qu'il est héritier au sens plein du terme. Et c'est tellement vrai que le conjoint survivant vient à la succession prioritairement par rapport aux frères et sœurs du défunt. Si le défunt laisse son conjoint et son frère, le frère n'héritera de rien du tout. C'est le conjoint qui héritera de la totalité de la succession. Par ailleurs, le conjoint vient en concours, il partage la succession avec les descendants du défunt, donc ses enfants principalement, et les parents du défunt. Mais il a une place très privilégiée dans la succession depuis une importante réforme qui a maintenant 20 ans, puisqu'elle date de 2000. Voilà sur le plan civil. Toujours sur le plan civil, et je passerai ensuite à l'aspect fiscal, dans le PACS, il n'y a pas de vocation légale à hériter. Ce qui veut dire que si un partenaire souhaite que l'autre membre du couple vienne à sa succession, il doit nécessairement prévoir un testament. Il doit faire de son partenaire son légataire. C'est la raison pour laquelle, peut-être que certains d'entre vous sont concernés, si vous avez conclu un PACS chez un notaire, il vous a certainement conseillé dans le même temps de faire un testament. Le PACS tout seul, ça permet d'organiser la vie commune du vivant des partenaires, et le PACS avec le testament, ça permet d'anticiper la succession de celui qui décédera le premier. Et en général, évidemment, on fait 2 testaments. Chaque partenaire se consent à un testament et s'institue légataire des biens de l'autre. Donc, vous voyez, dans le PACS, c'est déjà moins naturel. Pour qu'il y ait vocation successorale, il faut qu'on le prévoie de manière conventionnelle via un testament, alors que dans le mariage, c'est automatique. D'accord ?
Dans le concubinage, alors là, c'est pire, il n'y a aucune vocation à hériter. On peut toujours faire un testament, comme pour le partenaire pacsé. Donc, on serait tenté de dire, finalement, c'est pareil dans le concubinage et dans le pax. À un détail non négligeable près, qui est celui de la fiscalité. J'indique juste en dessous. Alors, les DMTG, pardon pour cette horrible appellation, ce sont les droits de mutation à titre gratuit, autrement appelés les frais de succession. Dans le cadre du concubinage, le concubin qui bénéficierait d'un legs et qui donc, par prévision, viendrait à la succession, acquitterait des droits de succession à hauteur de 60% de ce qu'il recueille. Alors, il y a un abattement de 1 500 €, c'est-à-dire qu'il ne paye pas de droits de succession sur les 1 500 premiers euros. Autant vous dire que c'est l'aumône. Et au-delà, il laisse 60% à l'État. Donc, sur une succession à hauteur d'1 million d'euros, il laisserait un tout petit peu moins que 600 000 € à l'État. Ça conduit parfois les concubins à devoir vendre les biens immobiliers qui se trouvent dans la succession pour pouvoir payer les droits de mutation. Ce qui est quand même tout le contraire de ce que veut faire le défunt en faisant un testament. Si on fait un testament, c'est justement pour que son concubin puisse conserver les biens. Donc, effectivement, la fiscalité dans le cadre du concubinage, dans le cadre de la transmission du patrimoine immobilier, elle est très, très pénalisante. Et donc, le conseil, ça peut être de proposer à ses clients de signer un pacte quand même quand on achète un bien. Oui. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut vivre concubin et mourir marié. Ça, c'est effectivement… alors, le Pacs, oui. Là, je ne donnerai aucun conseil en la matière. Je crois qu'entre le mariage et le Pacs, c'est plus une affaire de conviction. Entre le Pacs et le concubinage, c'est une affaire de statut, effectivement. Ça coûte très cher d'hériter en tant que concubin, ce qui n'est pas le cas dans le Pacs. Entre le mariage et le Pacs, c'est plus un problème juridique, puisqu'on le voit bien, hein, fiscalement, c'est la même chose. Hein, vous le voyez, dans le mariage et dans le Pacs, il n'y a pas de droit de mutation à titre gratuit. Donc là, on ne va pas faire un choix en fonction de l'avantage fiscal qu'on peut éventuellement en retirer. C'est plus une question de conviction. Est-ce qu'on veut vivre sous l'emprise d'un contrat ou d'une institution, d'un serment solennel? Ça, je laisse chacun… je me garderai bien dans le cadre de cette masterclass de résoudre la question. Je pense que de toute façon, elle est insolvable. Juste une petite question. Oui. Dans quelle proportion héritent les conjoints, enfin oui, le conjoint, donc que ce soit dans le mariage ou dans le Pacs? Alors, dans le Pacs, ça dépend de ce que prévoit le testament. D'accord. C'est le défunt qui, dans son testament, va décider de léguer telle ou telle part de sa succession à son partenaire. Même s'il y a des enfants? Alors, j'y viens parce que c'est la même chose dans le mariage, je vais revenir là-dessus. Dans le mariage, la vocation légale du conjoint survivant, elle va dépendre de la nature des enfants qu'a le défunt. Si les enfants ne sont pas tous communs au défunt et au conjoint survivant, parce que, par exemple, le défunt avait eu un enfant d'un précédent mariage, le conjoint héritera d'un quart en pleine propriété de tout le patrimoine, donc aussi bien des immeubles que des comptes en banque, des véhicules, des portefeuilles de valeurs mobilières, etc. Si tous les enfants sont communs, le couple s'est marié, les époux ont eu ensemble 2 ou 3 enfants. Dans ce cas, le conjoint a une option successorale. Soit il choisit le quart en pleine propriété, donc dans ce cas, on est dans la même situation que précédemment, soit il choisit la totalité du patrimoine en usufruit. Cette option lui permet, jusqu'à son décès, de faire usage de l'ensemble des biens du patrimoine, mobilier ou immobilier. C'est généralement la solution que les notaires proposent prioritairement. Alors, j'ai une question de Nathalie oui. Qui me dit « Je suis mariée avec un contrat et j'ai l'usufruit du bien.
Mon mari a eu 2 fils d'un premier mariage et nous avons une fille ensemble. En cas de décès de mon mari et ayant l'usufruit du bien, je ne suis pas obligée de demander l'accord des enfants pour vendre. Ah si, Mm. vous ne pouvez pas vendre un bien dont vous n'avez que l'usufruit. Parce que justement, vous n'en avez que l'usufruit, Nathalie. Bah, je vois que vous remettez votre caméra, ça me permet Oui. d'avoir l'impression de m'adresser un petit peu plus à vous. Mm. Effectivement, pour pouvoir vendre un bien, il faut avoir sur lui ce qu'on appelle l'abusus, c'est-à-dire le droit d'en disposer. Ceux qui ont le droit d'en disposer, ce sont les enfants qui sont nus propriétaires. Vous, en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est disposer de votre usufruit, c'est-à-dire conférer le droit d'usage sur ce bien Oui. à une autre personne. Encore faut-il que cette personne ait envie d'être en situation d'usufruit avec les enfants qui sont nus propriétaires. D'accord. Autre remarque. Oui, Cécile. Autre remarque d'Ahmed qui nous dit: bonjour, si dans le couple marié, il y a une personne qui achète avec ses fonds propres et ce serait bien indiqué par le notaire dans le titre, est-ce qu'il faut la signature du conjoint ou de la conjointe pour acheter et que se passe-t-il pour le divorce et s'il y a des enfants? Alors non, il ne faut pas la signature du conjoint dans l'acte de vente. Il y a dans l'acte de vente ce qu'on appelle une déclaration d'origine et de destination des deniers. Donc dans cette clause, le notaire va indiquer que monsieur acquiert le bien qui lui demeurera propre parce qu'il emploie des fonds propres. Okay. Le conjoint ne signe pas l'acte. Au moment du divorce, quand on va partager le patrimoine, ce bien sera en dehors du patrimoine commun puisqu'il sera propre à l'époux qui l'aura financé. Donc cet époux va exercer ce qu'on appelle une reprise de ses biens propres et ce sera en dehors de tout partage de la communauté. Ce bien est propre, il n'est pas partagé en deux. Puis ensuite, on partagera les biens qui dépendent de la communauté. S'il y a des enfants, ça ne change absolument rien. Là où les enfants auront éventuellement à intervenir, ce sera au décès du propriétaire de ce bien, mais pas au moment du divorce. Merci Corinne. Pas d'autres questions, je peux... Non, pas d'autres questions. Tu peux continuer. Alors, on a d'ailleurs en partie répondu à la question que j'aborde maintenant. Quels sont les droits de propriété du survivant sur l'immeuble? Bien, j'y ai répondu lorsque vous m'avez posé la question de savoir quels étaient les droits successoraux. J'y ai répondu en partie. La part du survivant sur un immeuble dépend aussi du régime matrimonial. Si un couple acquiert un bien immobilier, et j'en profite pour rebondir sur une question qui a été posée dans la discussion que j'ai vue tout à l'heure, quand on parle de bien immobilier, d'immeuble, on parle effectivement du bien immobilier. Hein, puisque c'est vrai que vous utilisez plutôt l'expression bien immobilier. Donc voilà, un immeuble, c'est une maison ou un appartement. Donc un couple marié sous le régime légal de la communauté acquiert ensemble un bien immobilier. L'un des deux décède. Et là, ça va en partie répondre aussi à la question d'Ahmed. Si le bien est commun, chaque époux a droit à la moitié de ce bien. Le conjoint survivant prend la moitié et l'autre moitié va être partagée entre le conjoint et les héritiers. Ça veut dire que dans l'exemple de tout à l'heure où il y avait des enfants d'un premier mariage, le conjoint va avoir sa moitié de communauté sur le bien, plus un quart de l'autre moitié. Donc, il aura la moitié plus un huitième. Je ne vais pas me lancer dans les calculs de fractions parce que là, je vais en perdre un certain nombre. D'accord? Dans le PACS, il aura droit à sa part indivise, donc la moitié si on n'a rien indiqué dans l'acte. Sa part contributive, s'il a contribué à hauteur de 30%, il aura droit à 30%. Et j'indique ici, et plus si on a fait un testament. Parce que si par un testament, un partenaire pacsé indique qu'il lègue sa part indivise dans le bien immobilier à son partenaire, bien en réalité, le partenaire n'aura pas la moitié du bien, il aura la totalité. Il aura sa moitié parce qu'on va partager l'indivision et il aura aussi la moitié du défunt qu'il lui aura légué par testament. Donc, il y a toujours moyen d'aménager les règles légales sous une réserve. Et là, je reviens à la question de Cécile de tout à l'heure que j'ai eu l'air d'éluder, mais je ne l'ai pas oubliée. Sous une réserve qui est précisément la réserve héréditaire. Les enfants d'un défunt ont droit à une part réservée de la succession. Ça veut dire que vous ne pouvez pas léguer
au-delà d'une certaine quotité de votre patrimoine. Si vous avez un enfant, c'est la moitié du patrimoine. Si vous en avez deux, c'est un tiers. Et si vous en avez trois, c'est un quart. Donc, si vous donnez plus que ce quart ou que ce tiers ou que cette moitié, la donation pourra être contestée par les enfants qui sont héritiers réservataires. Donc, on peut faire plus par testament dans le Pacs ou dans le concubinage, dans le mariage aussi d'ailleurs, j'aurais pu l'ajouter, mais à condition de ne pas léser les droits des héritiers réservataires. Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre masterclass, et là je vois Cécile qui va tout de suite le noter dans un coin, donc je ne veux pas développer trop, mais effectivement on peut toujours améliorer la situation du survivant, quel que soit le cadre dans lequel on se trouve le couple. D'accord ? Il y a un dernier point que je voudrais aborder concernant les immeubles. C'est un point très particulier qui concerne le logement du couple. Donc là, évidemment, ça ne vaut pas pour tout le patrimoine immobilier du couple, ça vaut seulement pour le logement qui sert d'habitation principale au couple. Dans le mariage et dans le Pacs, le survivant a sur ce logement des droits après le décès. C'est-à-dire qu'il a le droit d'occuper le logement du couple pendant un certain temps après le décès. Il y a deux sortes de droits au logement, un droit temporaire et un droit viager. Le droit temporaire, il est reconnu aux conjoints mariés et aux partenaires pacsés. Il s'exerce pendant 12 mois après le décès. Ça veut dire que pendant 12 mois après le décès du premier des membres du couple, l'autre peut rester dans les lieux, même s'il n'est pas propriétaire de ce logement. Vous voyez, ça vaut même en régime de séparation. Le mari achète un bien, c'est le logement du couple. Le mari meurt pendant 12 mois, l'épouse peut rester dans les lieux, personne, pas même les héritiers, les autres héritiers, ne peuvent mettre le conjoint survivant dehors. Là encore, c'est un avantage considérable du mariage et du Pacs par rapport au concubinage, puisque dans le concubinage, il n'y a aucun droit au logement. Dans le mariage, c'est encore mieux, puisque le conjoint peut même se prévaloir d'un droit viager au logement, c'est-à-dire que sa vie durant, il peut demeurer dans les lieux. Simplement, si le droit temporaire est gratuit, le droit viager, lui, est payant. C'est-à-dire que, alors payant, c'est mal dit, le droit viager vient en déduction des droits héréditaires du conjoint. Bon, là non plus, je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais ça pourrait aussi être expliqué dans un autre contexte. J'ai une question. Oui. Est-ce que les enfants peuvent avoir le droit d'obliger à la femme de son père justement de vendre leurs biens? J'ai pas, pardon, pouvez-vous reprendre votre question, s'il vous plaît? Avec le micro Rolando, s'il vous plaît. Oui, ce serait souhaitable même de poser la question surtout via le chat pour poser votre question clairement et comme ça je pourrais la relayer ensuite à Corinne, s'il vous plaît. Parce que si on allume tous les micros, ça va être compliqué. Merci beaucoup. Alors, j'y répondrai tout à l'heure. Là, du coup, je continue sur petite conclusion du chapitre 2. Le conjoint survivant est mieux protégé après le décès de son conjoint que le partenaire pacsé et le concubin. Mais il y a quand même une vocation successorale sur les immeubles. La question qui se pose, c'est au regard de la première question, l'acquisition d'un bien ou éventuellement la vente du vivant des membres du couple. Et au regard de la deuxième question, les droits sur l'immeuble au décès de l'un des membres. Est-ce que la mise en place d'une société civile immobilière permet de faire mieux qu'en l'absence de société immobilière? Et ça, c'est l'objet de mon troisième chapitre. Avant de répondre à cette question, voilà. Je voudrais vous donner quelques clés. Oui, Cécile, vous vouliez intervenir? Oui, est-ce que j'ai mon micro allumé? Je ne sais pas. Vous m'entendez?
Oui, j'ai Amandine qui nous demande dans quelles conditions les enfants héritiers peuvent demander la vente du bien après décès et aussi dans le cas où l'enfant n'est pas l'enfant du conjoint dernier vivant, si madame a 2 enfants et monsieur un et que monsieur décède. Alors, dans le deuxième cas, si tous les enfants ne sont pas communs, le conjoint survivant aura un quart du bien en pleine propriété. Ça veut dire qu'il sera indivisaire pour 25%. On va se retrouver dans une situation d'indivision comme celle que j'ai décrite tout à l'heure, finalement. 25% pour le conjoint et 75% pour donc 3 enfants, 25% chacun. Et là, on aura une indivision parfaite où chacun aura exactement les mêmes droits indivis. Même réponse que tout à l'heure, pour pouvoir vendre le bien, il faudra l'unanimité des co-indivisaires. Et en cas de désaccord, il y aura recours au juge qui décidera s'il faut mettre un terme à l'indivision ou pas. Mais je suppose que la question sous-jacente d'Amandine, c'est de savoir si on peut mettre le conjoint survivant à la porte. La réponse est non. S'il n'est pas d'accord pour partir, on ne pourra pas le priver de ses droits sur l'immeuble. Première partie de la question, si effectivement le conjoint opte pour l'usufruit, eh bien dans ce cas-là, effectivement, les enfants ne pourront vendre le bien que grevé de son usufruit. Ça veut dire qu'il faudra trouver un acquéreur qui acceptera d'acheter l'immeuble avec le parent survivant à l'intérieur. Ça, ce n'est pas évident. Vous me direz, la vente en viager se développe énormément, donc pourquoi pas la vendre grevé d'un usufruit? Ce n'est pas forcément impossible. Ok. Pas d'autres questions? Non, alors, pas pour le moment. quelques petites choses sur la SCI. Je pense que vous connaissez tous plus ou moins de près ou de loin cette société civile immobilière, dont l'objet est l'acquisition, la construction ou la gestion d'un ou plusieurs immeubles. La SCI la plus fréquente, c'est la société de gestion, c'est-à-dire celle qui permet de gérer un bien, c'est-à-dire de le mettre en location et d'en retirer des revenus. Quels sont les caractères de la SCI? D'abord, c'est une société, donc elle suppose l'association d'au moins 2 personnes. Il n'existe pas de SCI unipersonnelle. Il y a d'autres sociétés qui peuvent être unipersonnelles, pas la SCI. Comme son nom l'indique aussi, elle est civile, ça veut dire qu'elle ne peut pas avoir une activité commerciale. Donc, si un jour vous devez conseiller des clients qui vous disent on voudrait constituer une SCI pour acheter des terrains, y faire construire des maisons et ensuite revendre les maisons, vous devez leur dire que la SCI n'est pas la figure juridique la plus adaptée parce que cette activité-là est une activité commerciale qui ne peut donc pas être exercée par une SCI. Donc, il faut faire très, très attention. La SCI, ça doit avoir un objet civil. Et bien sûr, ça doit aussi avoir un objet immobilier. L'objet social d'une SCI, c'est forcément l'immeuble, soit pour sa construction, soit pour sa gestion. En termes de gestion justement de la SCI, elle est gérée par un gérant qui est désigné par les statuts. Un ou plusieurs gérants désignés par les statuts. Le plus souvent, le gérant est associé de la SCI. Capital social, pas de capital social minimal, enfin, si ce n'est le 1 euro nécessaire pour que toute société puisse exister. Il est égal à l'ensemble des apports en numéraire et en nature que font les associés. Je peux apporter à la SCI une somme de 20 000 euros qui lui permettra d'acquérir un immeuble. Je peux aussi lui apporter un immeuble qu'elle gérera. C'est ce qu'on appelle un apport en nature. Calculer le capital social, on va additionner les apports en argent et les apports en nature. La fiscalité de la SCI, alors je passe un petit peu rapidement sur ces points parce que ce n'est pas l'objet central de la masterclass. La fiscalité, et c'est en grande partie l'intérêt de la SCI, c'est qu'elle est par défaut soumise à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que ce sont les associés
qui sont personnellement redevables de l'impôt dans leur catégorie d'imposition. Les bénéfices de la société sont répartis entre les associés au prorata de leur part dans la SCI et ils vont payer de l'impôt sur le revenu sur ces bénéfices. C'est-à-dire que ça va entrer dans la catégorie traitement et salaire. Ça va venir en ajout à leur traitement et salaire. Ce qui peut être beaucoup plus intéressant que l'impôt sur les sociétés, pour lequel, cependant, la SCI peut opter. On peut décider en SCI de se soumettre à l'impôt sur les sociétés, notamment lorsque la SCI a beaucoup de charges, puisque du coup, le bénéfice net va être amoindri par les charges de la société, et donc on paiera moins d'impôts sur les sociétés. Étant précisé, ça aussi c'est quelque chose que vous devez savoir pour éventuellement conseiller les clients. Une fois que la SCI a opté pour l'impôt sur les sociétés, c'est un choix qui devient irrévocable. On ne peut plus revenir en arrière en se disant « Ah non, finalement, ce n'était pas la meilleure option fiscale, ça coûte plus cher que l'hier. » C'est fini. Une fois que c'est fait, on ne revient pas en arrière. Alors, quels sont les avantages de la SCI? D'une manière générale, avant de voir ce qu'il en est au sein du couple. D'abord, les associés ont une capacité de financement plus grande. C'est plus facile d'aller voir une banque pour obtenir du crédit quand on est 4 associés dans une SCI que quand on est tout seul, personne privée, à vouloir acquérir un immeuble. Donc, le concours des banques est plus facile à obtenir quand on a constitué une SCI que quand on est tout seul. Ça a à peine besoin d'être expliqué, ça paraît assez évident. D'autre part, aussi, il y a une mutualisation des charges de la détention du bien. Les charges de copropriété, éventuellement les charges liées à la gestion par une agence immobilière qui assurerait la gestion locative, sont mutualisées. Si on est 4 associés, on paiera un quart de ces charges. Tout seul, on paierait la totalité. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est la protection du patrimoine personnel des associés. Si pour une raison ou une autre, la société devait être en faillite, les associés ne seraient tenus du passif de la société qu'à hauteur de leur investissement dans la société. Si je suis titulaire de 25% des parts de la société, je ne suis tenu que de 25% du passif. Je ne suis pas tenu de la totalité parce qu'il n'y a pas de solidarité des associés dans une SCI, contrairement à ce qui peut exister dans une société en non collectif, par exemple. Donc, ça permet quand même de mettre à l'abri les associés dans l'hypothèse où, effectivement, l'activité de la SCI pourrait mal tourner. D'accord? Donc ça, c'est d'une manière générale les avantages que l'on reconnaît à la SCI. Pour autant, est-ce que la SCI de couple est forcément une bonne solution? Avant de répondre à cette question, juste quelques mots sur la propriété des parts sociales dans le couple. En régime de communauté, les parts sont communes si elles sont acquises avec des fonds communs. Elles sont propres si elles sont acquises avec des fonds propres. Ça doit vous rappeler quelque chose que je vous ai expliqué il y a peu de temps. C'est la même chose que si on acquiert un immeuble sans SCI. C'est logique. Si j'utilise des fonds communs, les parts sont communes. Si j'utilise des fonds qui m'appartiennent en propre, il n'y a aucune raison que mon conjoint soit propriétaire de ces parts. Qui est associé? Eh bien, si j'utilise des fonds propres, je suis seul associé. Si j'utilise des fonds communs, je suis aussi seul associé de la société. Donc, les parts appartiennent aux deux, mais je suis seul associé de la société. Mais mon conjoint peut revendiquer la qualité d'associé. Mon conjoint peut se manifester en disant tu utilises des fonds communs, je revendique donc moi aussi la qualité d'associé.
Encore faut-il que le conjoint sache que des fonds communs sont utilisés à l'acquisition de parts sociales. Ce n'est pas toujours aussi transparent que ça. En régime de séparation, la question ne se pose pas. C'est nécessairement personnel à celui qui acquiert les parts. Il n'y a pas d'indivision sur des parts sociales. Et c'est d'ailleurs ce qu'on veut éviter en constituant une SCI. Alors, quels sont les intérêts de constituer une SCI conjugale? Deux points peuvent justifier cette constitution. D'abord, au regard de la gestion de l'immeuble, c'est beaucoup plus simple de gérer dans le cadre d'une SCI que dans le cadre d'une communauté. Pourquoi? Parce que dans la SCI, il y a un gérant qui est désigné et qui va gérer conformément à l'objet social de la SCI. Dans la communauté, on l'a vu, pour gérer un immeuble, il faut l'unanimité des époux, co-gestion des époux. Deuxième point, au regard de la transmission de l'immeuble, la SCI peut constituer une méthode d'amélioration des droits successoraux du conjoint survivant. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes, il y a des montages financiers qui font qu'on va pouvoir, sans fiscalité, faire du concubin un héritier. Alors, c'est un petit peu technique, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. La technique, c'est la clause de tontine. Est-ce que vous connaissez cette clause de tontine? Faites-moi des signes. Non, manifestement, ce sont des signes négatifs. Alors, la tontine, c'est une clause qui figure dans un acte ou dans des statuts de SCI et qui prévoit qu'au décès du premier des associés, l'autre deviendra propriétaire de toutes les parts sociales. Donc là, typiquement, dans le cadre d'un concubinage, on va constituer une société civile immobilière entre les deux concubins en ajoutant dans les statuts cette fameuse clause de tontine, ce qui permettra au décès du premier des membres du couple à l'autre de devenir propriétaire de toutes les parts. L'avantage, c'est la fiscalité. Il n'y a pas de fiscalité, il n'y a pas de droit de succession lorsqu'il y a une clause de tontine. Il y aura simplement les droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 5%, parce qu'en fait, on va considérer que par le décès, la société devient propriétaire de l'immeuble et qu'ensuite, les parts reviennent au concubin survivant. Donc là, avec une fiscalité très amoindrie, 5% versus 60% dans le cadre d'un testament, vous avez un concubin qui va pouvoir devenir pleinement propriétaire de toutes les parts sociales. Et qui dit propriétaire de toutes les parts sociales, dit en fait propriétaire de l'immeuble. Donc ça, c'est effectivement assez intéressant. Alors, on a deux questions, oui. Corinne. On a une question d'Annie qui nous dit « Peut-on constituer une SCI avec ses enfants ?» Et une question de Corinne qui nous dit « Est-ce que cette clause de tontine peut être rajoutée au statut ?» Oui, bien sûr. Elle doit être prévue dans les statuts parce que si elle ne l'est pas, il n'y a pas de tontine. C'est dans les statuts qu'on la prévoit. Alors, on peut la prévoir a posteriori, c'est-à-dire qu'on peut modifier les statuts. Modifier les statuts dans une SCI, ça nécessite le consentement de tous les associés. Mais dans la mesure où c'est une société SCI conjugale, les deux auront intérêt à modifier les statuts. Donc, on peut le faire soit au moment de la constitution de la société, soit a posteriori. Et constituer une SCI avec ses enfants. Alors oui, et là, ça devient non plus une SCI conjugale, mais une SCI familiale. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'est conçue la SCI dite familiale. Des parents qui s'associent avec leurs enfants pour faciliter la transmission patrimoniale. Et là, c'est encore plus intéressant dans le cadre d'une SCI familiale fiscalement. Alors, c'est bien que vous posiez la question parce que la conclusion de ma conclusion, ça allait être de vous dire que la question de la SCI familiale nécessiterait à elle seule une masterclass. Donc, Cécile, la liste s'allonge. Alors, pourquoi je vous dis que la SCI présente un intérêt, surtout dans le cadre du concubinage? Parce que vous l'avez compris,
dans le cadre du mariage et du PACS, il y a déjà des mécanismes qui permettent d'assurer la transmission patrimoniale aux partenaires survivants ou aux conjoints survivants. On n'a pas besoin de la SCI pour permettre à l'époux marié de venir à la succession ou pour permettre aux partenaires de venir à la succession. On a en plus ce fameux droit au logement qui va assurer la pérennité du logement du conjoint survivant pendant 1 an et peut-être même pendant toute sa vie, et aux partenaires au minimum pendant 1 an. Donc, il n'y a vraiment que le concubin qui souffre de l'absence de statut et pour qui la SCI est réellement très intéressante, aussi bien sur le plan civil que sur le plan fiscal. J'irai même plus loin en vous disant que finalement, dans le cadre du mariage, et c'était pour ça que je vous annonçais une conclusion pas si dithyrambique que ça à l'égard de la SCI, dans le cadre du mariage et du PACS, ça peut même être pénalisant pour le survivant. Parce que comme c'est la SCI qui est propriétaire de l'immeuble et non pas les personnes physiques qui composent le couple, le partenaire pacsé et le conjoint survivant sont, dans le cas d'une SCI, privés de leur droit au logement. Ils ne sont pas propriétaires du logement, ils ne sont pas occupants du logement, enfin ils sont occupants du logement qui appartient à la SCI, donc le droit au logement ne joue pas. Donc parfois, la SCI va mettre le partenaire pacsé et le conjoint marié dans une situation qui est moins confortable qu'elle ne l'aurait été en l'absence de SCI. Donc, la SCI, et c'était peut-être la dernière question que Cécile va peut-être me poser pour conclure. Oui, tout à fait. J'ai une dernière question. Alors, SCI ou pas? Mais je pense qu'il y aura une autre classe, c'est ce que vous suggérez. J'ai envie de faire une réponse de Normand. Ça dépend. Ça dépend dans quelle situation on se trouve. SCI dans le concubinage, oui, si on souhaite favoriser son concubin, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que parfois, les concubins ne souhaitent pas se prévoir quoi que ce soit pour après leur décès. S'ils ont chacun des enfants, ils peuvent préférer favoriser leurs enfants. Et là, je dirais SCI, oui, dans l'intérêt des enfants, mais pas forcément dans l'intérêt du concubin. Dans le mariage et dans le PACS, très honnêtement, il y a déjà suffisamment de mécanismes protecteurs, aussi bien du vivant des membres du couple qu'après le décès, pour pouvoir se passer de la SCI. En revanche, là où ça devient vraiment intéressant d'en constituer une, c'est quand le couple a des enfants. Là, la SCI familiale, et ça permet de rebondir sur, je crois que c'était Corinne qui posait la question tout à l'heure, quand on a des enfants, constituer une SCI, ça permet d'optimiser la fiscalité de la transmission du patrimoine immobilier. Lorsqu'on a des enfants, on peut transmettre en franchise de droit de mutation à titre gratuit 100 000 € tous les 15 ans à chacun de ses enfants. Sauf que si on est propriétaire d'un bien immobilier qui vaut 200 000 €, si on veut le transmettre en une seule fois à l'un de ses enfants, il y aura forcément des droits de succession, puisqu'il y aura un abattement de 100 000 €, mais sur les 100 000 € restants, il faudra payer des droits de mutation. Ils seront de l'ordre de 6 ou 7 000 € sur 100 000 €, c'est à peu près le tarif. Si on a monté une SCI, le bien immobilier n'existe plus dans sa matérialité. Il est représenté par des parts sociales. Ce qui me permet aujourd'hui, en 2022, de céder des parts sociales à hauteur de 100 000 à l'un de mes enfants, 0 droit de mutation. Dans 15 ans, je cède encore 100 000, 0 droit de mutation. Et on aura pu transmettre la propriété d'un immeuble représenté par les parts sociales de la SCI en franchise totale de droit de mutation, alors que sans SCI, on aurait payé 7 ou 8 000 €. Et peut-être plus, puisqu'il y a un projet d'augmentation des droits de mutation à titre gratuit. Ça ne fait qu'augmenter, de toute façon. Donc, dans le cadre familial, ça peut être très bien, puis ça peut permettre aussi, au-delà même des enfants, de gratifier les petits-enfants. Parce que les droits de succession entre grands-parents et petits-enfants sont encore plus importants qu'entre parents et enfants. Donc, l'intérêt de la SCI, c'est ça, c'est qu'on peut faire rentrer tout un tas de membres de la famille et d'organiser la transmission successorale.
Donc là, ça devient vraiment intéressant. Alors, j'ai une dernière question de Salima, relayée par Michel. SCI quand le bien est déjà acquis ou avant l'acquisition? Alors, de préférence avant. Alors, on peut toujours après, notamment quand on a dans l'idée d'acquérir d'autres immeubles. J'ai envie de dire, il vaut mieux tard que jamais. Mais pourquoi plutôt avant? Parce que si vous constituez la SCI avant, c'est la SCI qui achète le bien. Si vous la constituez après, vous, en tant que personne physique, vous aurez déjà acquis le bien et vous allez l'apporter à la SCI. Mais l'apport d'un bien à une société, c'est regardé fiscalement comme la vente d'un bien à une société. Donc, il y aura de la fiscalité, il y aura des frais de notaire, comme dans n'importe quelle vente, c'est-à-dire à peu près à hauteur de 8%. Ça sera comme une vente entre particuliers, hein, c'est à peu près le tarif, hein, vous devez le connaître. Quand vous accompagnez les clients pour la signature de l'acte authentique, le notaire explique quel est le pourcentage de ce qui sera payé à l'État, ce qui lui reviendra à lui, et tout confondu, on est à un petit peu plus de 8%. Donc, ça va coûter 8% de la valeur du bien. Alors que lorsque vous avez acheté le bien en tant que personne physique, vous avez déjà payé le même pourcentage pour acheter le bien au vendeur. Donc, il y a double taxation au droit de mutation à titre onéreux. Donc, plutôt avant. Mais si on a raté le coche, si vous me passez l'expression, lors de la première acquisition, ça vaut toujours la peine de la constituer après si on envisage d'acheter d'autres biens pour les transmettre à ses enfants. Sachant que si c'est juste pour acheter un bien immobilier, là encore, je ne trouve pas spécialement judicieux d'avoir recours à la SCI parce que la constitution d'une SCI a un coût. Vous comptez grosso modo 3 000 € entre la rédaction. Alors, on peut la rédiger soi-même. Il y a aussi tout un tas de sites qui proposent des services de constitution, d'enregistrement, etc. Mais si on la fait rédiger par un notaire ou un avocat ou un expert comptable, il faut compter environ 3 000 € pour la constitution et l'enregistrement d'une société civile immobilière. Donc, ce n'est pas juste un gadget, une SCI, ou en tout cas, c'est un gadget qui a un coût. Il faut vraiment en avoir l'utilité pour que ça vaille la peine de la constituer. Je n'ai plus de questions et je réactive mon micro. Corinne, merci infiniment pour ce partage d'expertise ce soir. C'était très riche. Et j'espère que nos apprenants, ex-apprenants, futurs apprenants ont pris beaucoup de matière pour pouvoir être à même de conseiller leurs clients, voir leur propre situation personnelle. Voilà, ça peut être aussi aidant. Peut-être un peu trop riche d'ailleurs, j'en avais conscience en préparant la masterclass, mais je suis tout à fait disposée à reprendre non, je pense que c'était très clair. Certains points précis à une autre occasion. Alors, on aura peut-être l'occasion. Juste pour les participants, le PowerPoint ne sera pas disponible, donc j'espère que vous avez pris des notes, puisque comme vous êtes sur une classe Zoom qui a été organisée, on ne transmet pas le PowerPoint. Par contre, il y a un article toujours sur LinkedIn qui est fait ensuite, qui reprend les points essentiels, et puis peut-être y aura-t-il accès à l'enregistrement, on va voir avec Corinne. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Et la prochaine masterclass, il y en a bientôt, c'est sur l'intelligence émotionnelle qui est essentielle. Et alors encore plus quand vous êtes en conseil auprès de clients. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.